Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence et bienvenue à ce webinaire sur les 10 commandements pour livrer de la non-qualité en production. Alors, cette idée de webinaire est née du souhait de vous partager mon expérience. Depuis maintenant une petite vingtaine d'années, je travaille dans le monde de l'informatique. Et depuis 2 ans, je suis responsable de la BU expertise au sein de SSID. Et cette BU a pour mission aujourd'hui d'accompagner les clients sur l'amélioration de la qualité au travers d'audits de maturité, d'aider les clients à mettre en place des stratégies, qu'elles soient manuelles ou automatiques, et que ce soit sur des projets de développement ou également des projets d'intégration de logiciels. Et c'est également d'accompagner les collaborateurs de ces entreprises ainsi que nos consultants chez SSID via des missions de coaching pour les aider à améliorer leur expertise en qualité logicielle ainsi que leurs compétences. Donc, dans le cadre de ce poste de responsable de la BU expertise, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une quinzaine d'entreprises qui opèrent dans différents secteurs, que ce soit le retail, l'industrie, le monde de l'assurance santé, le monde médical, qui travaillent également dans le secteur public. Et via ces audits de maturité, via ces rencontres, j'ai pu constater qu'on avait un certain nombre de constats qui revenaient régulièrement. Et en fait, voilà, c'est de manière ironique que j'ai souhaité vous partager ces constats sous forme de 10 commandements, et on les verra ensemble dans quelques minutes. Et vous verrez si pour certains, ces 10 commandements vous semblent évidentes. Je pense que pour d'autres, ils seront l'objet d'un challenge. Comment va se dérouler ce webinaire? Alors, il va se dérouler de manière interactive. Je vous ai partagé un slide, puisque vous verrez tout au long de ces échanges, vous pourrez vous connecter et répondre à des questions. Donc, on va partager ces 10 commandements. Ensuite, en deuxième, je reviendrai sur une synthèse de ces 10 commandements et je les ai classés du moins appliqué au plus appliqué. Et j'ai Elolia à côté de moi qui me donnera aussi la synthèse de vos réponses à ces différentes questions. Et ensuite, en troisième partie, en guise de conclusion, je vous présenterai mon top 3, c'est-à-dire le top 3 des commandements que j'estime, voilà, parmi les 10, j'en ai choisi 3 que j'estime être le plus important. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour flasher le QR code et vous connecter. Je vois qu'il y a à peu près 16 personnes connectées. Puis après, Elolia, tu me dis quand je peux, voilà, quand je peux commencer à vous partager ces 10 commandements. Allez, on y va. Alors, premier commandement, tu oublieras la pyramide des tests. Ce que j'ai pu constater au cours de mes différentes rencontres avec les clients, c'est que cette pyramide peut prendre différentes formes. La première forme, je l'ai appelée la bancale. Elle montre dans ce cas qu'on a une faible couverture du code par des tests unitaires. Et je vais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà essayé de faire tenir en équilibre une pyramide sur une base qui est étriquée? Vous voyez que c'est compliqué. Et donc, l'inconvénient de cette pyramide, l'inconvénient de cette pyramide bancale, c'est qu'on va avoir une fuite des anomalies plutôt techniques vers les niveaux supérieurs. Et ici, la maîtrise de la qualité va être compliquée. Et cette maîtrise sera d'autant plus compliquée que vous serez sur des projets où on a de nombreux développements.
Ensuite, la deuxième pyramide, je l'ai appelée la pyramide Tour Eiffel ou bouteille de Fanta. Vous la voyez, je l'ai corrigée, je l'ai coloriée en orange. C'est que sur là, on a une pyramide dont le milieu est resserré. On a une bonne couverture des tests unitaires parce que vous voyez, il y a une large base, mais ensuite, on a peu de tests fonctionnels et peu de tests d'intégration. Alors ça, je l'ai rencontré parfois en raison de l'absence d'un vit beaucoup au sein de nos projets par manque de temps. Donc là, également, on a un risque de fuite des anomalies au niveau des tests d'acceptation, c'est-à-dire fuite des anomalies vers les utilisateurs et vers la production. Ça, c'est ce type de pyramide vous posera notamment problème si vous êtes sur un projet d'intégration où les tests d'intégration, les tests d'acceptance sont très importants. Pardonnez-moi. Ensuite, la troisième pyramide, je l'ai appelée la sphinx, c'est-à-dire il lui manque son nez, c'est-à-dire les tests d'acceptance. Dans ce cadre-là, il n'y a personne pour valider la solution et notamment évaluer la valeur qui aura été livrée. Ici, on fait confiance à la fois aux devs, on fait confiance aux testeurs pour valider la solution. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'est pas bon. La solution doit être vérifiée, mais également validée. Et ensuite, la dernière, je l'ai appelée la corner glass. Un certain nombre d'entre vous la connaissent. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va venir compenser le manque de tests au niveau test unitaire, test d'intégration, test système, c'est-à-dire la base et le milieu de la pyramide. On va venir la compenser par une multitude de tests d'acceptance. Ces tests d'acceptance qui sont à la fois longs, qui peuvent être complexes et coûteux à mettre en place. En fait, on pense à juste titre, en augmentant ces tests d'acceptation, limiter les risques en production. Mais en fait, ce que je dis souvent aux clients, là, il est trop tard. Donc en fait, quand j'échange avec les clients, j'ai pour habitude de comparer le processus de test ou de mesure de la qualité logicielle à une chaîne. Et vous savez, aujourd'hui, ce qui fait la force de cette chaîne, c'est son maillon le plus faible. Autrement dit, ce qui va faire la force de votre processus de test, de votre processus de gestion de la qualité, ça va être votre capacité à maîtriser chaque niveau de la pyramide. Donc, en fait, je dirais qu'en synthèse, la maîtrise de chacun de ces niveaux de la pyramide va conditionner la performance de votre processus de test. Et en fait, cette maîtrise, elle passe par le respect d'un certain nombre de quelques principes fondamentaux. C'est du code couvert par des tests unitaires automatisés. C'est chaque flux, chaque fonction critique qui est couvert par des tests automatisés. Ça va être des tests d'intégration également automatisés s'ils apportent de la valeur et on ne les oublie pas pour éviter de tomber, souvenez-vous, dans la pyramide Sphinx. Ce sont des tests d'acceptation qui vont être réalisés le plus souvent manuels et qui seront réalisés par des utilisateurs ou le client. Donc, première question, vous pouvez maintenant sur Woodclap répondre dans votre projet, respectez-vous aujourd'hui la pyramide des tests? Autrement dit, est-ce que chaque niveau de la pyramide des tests est bien maîtrisé? Allez, je vous laisse encore quelques secondes. On continue. Alors,
Deuxième commandement, tu laisseras de côté les risques produits. Lorsque je fais des audits de maturité chez le client, il y a deux questions que je pose à chaque fois lorsque je rencontre les personnes qui sont du côté métier de la solution. C'est: avez-vous une description des processus métiers ou processus utilisateurs? Et si oui, quels sont les processus critiques? Et ensuite, avez-vous une cartographie fonctionnelle? Et si la réponse est positive, quelles sont les fonctions critiques? Alors, voilà, dans 71% des cas, la réponse que j'ai pu avoir, c'est non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus métier clairement formalisé, ou on n'a pas de cartographie, je dis bien, fonctionnelle. Lorsque j'ai une réponse positive et que je demande à consulter cette cartographie fonctionnelle, on me présente le plus souvent une cartographie technique. Et les processus utilisateurs ainsi que cette criticité sont le plus souvent dans la tête des gens. Donc voici un exemple de cartographie fonctionnelle d'un site e-commerce. Donc vous verrez que chaque fonction et sous-fonction est représentée sous forme d'un rectangle. Ensuite, j'utilise le code couleur des pistes de ski, c'est-à-dire le noir symbolise pour moi, là, il y a des risques importants. C'est comme sur la piste noire. Si vous y allez sans être préparé, il y a quand même de fortes chances que vous vous cassiez la figure. Ensuite, on a la piste rouge, donc les blocs rouges. Le risque est moyen. Vous pouvez y aller avec un minimum d'entraînement et ça passera. Et ensuite, les carrés verts, la piste verte, là, les risques sont faibles. En fait, j'utilise ces codes couleurs parce que ça favorise notamment la visualisation et la compréhension par le métier des périmètres qui vont être risqués. Vous voyez que le noir, ça ressort tout de suite, et le périmètre moins risqué. Et ensuite, également, je viens parfois ajouter, vous voyez les petits cercles qui me permettent, voilà, rapidement, le A signifie que le périmètre est couvert par des tests automatisés. D'accord? Et donc là, vous voyez que dans ce type de cartographie, on a des fonctions à risque moyen qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par des tests automatiques, et vous en avez même des noirs qui ne sont pas couverts. Donc là, on risque d'aller vers des problèmes de qualité. Donc voilà, donc c'est un schéma qui a le mérite de simplifier la réalité et de faciliter la compréhension des risques produits par le plus grand nombre. Ensuite, je pose souvent des questions sur les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire quelles sont-elles? Est-ce qu'elles ont été matérialisées? Est-ce qu'il existe des exigences, par exemple, sur les temps de réponse, la confidentialité des données, l'accessibilité? Les réponses sont parfois encore beaucoup plus évasives que les précédentes. En fait, en posant ces questions, je cherche à me faire une première idée concernant les processus de gestion de la qualité. Autrement dit, c'est: est-ce qu'il existe une vision globale, ou est-ce qu'on est plutôt en mode silo, c'est-à-dire que chacun maîtrise son périmètre? Est-ce que les risques produits sont clairement identifiés? Autrement dit, lorsque vous allez au ski, est-ce que vous avez clairement identifié quelles sont les pistes qui vont être à risque et celles qui le seront moins? Et comment va être géré notamment l'effort de test? Et ce côté testeur, on sait bien là où il faudra mettre son effort et là où, au contraire, on pourra en mettre un petit peu moins. Donc, en fait, pour moi, les processus métiers, ce que j'appelle les processus métiers, les processus utilisateurs, vont vraiment être un élément clé pour définir les tests d'intégration globale, ou ce que moi j'appelle les tests transverses. Et leur criticité va également vous permettre de définir les sanity checks. Ces processus métiers sont également clés dans les processus d'intégration. Lorsque vous avez la mise en place de RP, dont tout le monde connaît les noms, que ce soit du Oracle, que ce soit du SAP, ces process vont aider à définir notamment l'ordre de réalisation des tests fonctionnels et notamment des tests d'intégration fonctionnelle. Et pour aller plus loin, cette cartographie fonctionnelle va permettre d'avoir vraiment une vision globale du périmètre. On peut même aller jusqu'à identifier les dépendances. Ce schéma,
cette cartographie va permettre d'identifier les fonctions à risque et donc d'organiser l'effort de test via les tests de non-régression. Et en effet, souvenez-vous qu'on a un des 7 principes du test qui nous dit que les tests exhaustifs sont impossibles. Et ça va être également aussi un moyen d'organiser les tests dans l'outil. Hein. Moi, souvent, ce que je demande, c'est que cette cartographie fonctionnelle soit représentée sous forme d'une nomenclature et on vient y ranger les tests dans l'outil. Et ça va faciliter la mesure des taux de couverture. Et ça va permettre aussi d'aider les automaticiens. Donc, dans le cadre d'une stratégie d'automatisation, on commence par ce qui est critique et non pas parce que, quelquefois, je le vois, parce qu'on a envie de faire. Deuxième question, donc, dans votre projet, existe-t-il une description des processus métiers, une cartographie fonctionnelle? Vous avez de la chance, vous avez les deux, ou au contraire, aucun des deux. Je vous laisse encore quelques secondes. Allez, on va passer au troisième commandement. Alors, mon troisième commandement, si tu veux livrer de la qualité en production, c'est tu oublieras l'analyse d'impact. En fait, aujourd'hui, la cadence qui sont issues des organisations par sprint laisse notamment peu de place à l'improvisation et ça oblige nos testeurs à être efficaces et réactifs. Et cette augmentation de la cadence côté développement, c'est également accompagné de la volonté croissante des entreprises d'accélérer le déploiement de leurs solutions via la mise en place du DevOps. Et donc, je dirais comment faire face lorsque l'entreprise se retrouve dans une position où on a des cycles de tests qui sont lents et qui notamment vont venir bloquer le déploiement rapide. Comment faire lorsque aujourd'hui cette augmentation du rythme des livraisons engendre une augmentation des risques de régression? En fait, certains me répondront en automatisant les tests. Je dirais que c'est une solution, effectivement. Cependant, il ne faut pas oublier qu'avant de mettre en place des tests automatiques, il y a les tests manuels. Une autre solution pourrait être d'augmenter le nombre de testeurs. Cela devient difficile, notamment dans le cas d'un projet qui est géré en fonction du triangle coût, qualité, délai. Donc, si je reviens à mon analyse d'impact, l'analyse d'impact, en fait, est une étude qui doit être menée par les développeurs afin aujourd'hui d'analyser et d'identifier les éventuelles conséquences d'une modification du code sur le fonctionnement des fonctions qui ont déjà été développées. Un des 7 principes du test nous dit que les tests exhaustifs n'existaient pas. Effectivement, aujourd'hui, notre testeur ne peut pas tester chaque centimètre carré de l'application. Il est donc important qu'il puisse produire, c'est comme les sportifs lors d'une course, il est vraiment important que notre testeur puisse produire son effort de test au bon moment et au bon endroit. Et un de mes collègues me disait, en fait, il s'agit pour notre testeur de tester juste. Donc cette analyse d'impact est, selon moi, le moyen d'accélérer les tests logiciels en exécutant que les tests qui sont importants pour un ensemble de modifications de code. Ça va permettre notamment, cette analyse d'impact va permettre notamment à notre testeur d'optimiser ses tests à exécuter, notamment lors des campagnes de régression. Et ensuite, cette analyse d'impact va permettre également de réduire le temps passé à retester, va permettre également d'améliorer l'efficacité globale du processus de test et d'accélérer
le déploiement des solutions. De votre côté, lors d'un nouveau développement, est-ce qu'une analyse d'impact aujourd'hui est systématiquement générée? Encore 1 ou 2 secondes et on passera au 4e commandement. Mon 4e commandement, tu développeras d'abord, tu testeras ensuite. En fait, les équipes que j'ai rencontrées sont le plus souvent organisées de la manière suivante. On a un cycle de développement qui est découpé en sprint. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et en fait, ce cycle est lui-même organisé de la manière suivante. On a en fait une première, à l'intérieur de ce sprint, une première phase de développement de la totalité du sprint backlog qui est suivie d'une seconde phase, c'est la phase de test. Et moi, aujourd'hui, je lui ai donné cette organisation, je lui ai donné un petit nom, c'est l'agilité en V ou l'agitunnel. Avec ce type de processus, nous avons notre testeur qui, lui, doit faire face à plusieurs problématiques. Première problématique, c'est lorsqu'il remonte des anomalies, les développeurs doivent, comme on dit, se remettre dans le bain à propos d'US qu'ils ont parfois développé 10, voire 15 jours avant. On peut avoir notre testeur qui peut également se retrouver pris par le temps, notamment lorsque les développements au sein du sprint prennent du retard et que la livraison intervient quelques jours avant la fin du sprint. Face à cette pression des délais, notre testeur peut voire prendre des raccourcis pour gagner du temps, n'a pas le temps parfois d'exécuter, de faire sa campagne de non-régression, voire même, et ça je l'ai rencontré, d'exécuter les tests, en n'oubliant pas cependant de mettre à jour son outil de suivi des campagnes. On y va. J'ai une question. Oui, et je me demandais quelle différence vous faites entre ça et un cycle en V, tout simplement. En fait, un cycle en V, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de sprint. Et dans ce cycle en V, chacune des étapes vont se succéder et on va ne passer de l'étape suivante que lorsque l'étape précédente aura été validée. Donc, c'est-à-dire que si tu reprends un cycle traditionnel, j'analyse, je fais de la conception, je fais du développement, je teste et je livre. Ça, c'est le cycle en V. Ce que j'ai appelé l'agilité en V, c'est dans un sprint, en fait, l'équipe de dev développe la globalité des US et ensuite, on pousse tout aux testeurs avec voilà, des problématiques qui est, si je suis en retard, à un moment donné, on a un testeur qui est sous pression. Le testeur, au lieu de devoir tester US par US, ce qui est quand même beaucoup plus simple, puisqu'on sait que quand quelque chose est compliqué, il faut le découper. C'est bien le principe des US. Un besoin métier, on va venir le découper en US. Donc, se retrouve avec un paquet d'US à tester en même temps, parfois qui ont été développés 5, 10, voire 15 jours avant. Donc, pour les devs, voilà, un petit peu plus compliqué de se remettre dans le bain. Donc, c'est vraiment, dans ce cycle en V, il n'y a pas cette notion de sprint et tu fais tout, analyse, conception, dev, test, tandis que là, on a cette notion de sprint. Donc, on a une barrière, une notion de temps qui est 1 mois ou selon la durée de votre sprint. Ça répond à la question? Pas totalement. Donc, effectivement, il y a cette notion de sprint qui est bien formalisée avec l'agilité. Et du coup, est-ce que vous voulez dire qu'en fait, dans les cycles en V, dès le début, on part du principe qu'on agit sur un temps plus long que pour l'agilité, en quelque sorte? Oui, Ah, oui. oui. Là, je suis effectivement sur un cycle en V. En fait, au lieu de découper ton projet en sprint,
il n'y a pas de découpage. Et donc, au lieu de partir, on va dire globalement, au lieu de partir sur 6 sprints d'un mois, un cycle en V, tu vas partir sur un tunnel d'un mois, de 6 mois. Voilà la grande différence. Si on va dire, si mon projet doit durer 6 mois, au lieu de le découper en 6 sprints d'un mois, où je vais pouvoir, avec mon client, avoir du feedback, non, là, je rentre dans un tunnel de développement et de test de 6 mois. D'accord. Puisque et la problématique du temps, elle est en quelque sorte moins présente sur un cycle en V, vu que dans un cycle en V, on se base tout de suite sur le temps long, mais le fait que le développeur ait besoin de se remettre dans le bain d'US, donc bon, ce ne sont pas des US, mais ça, c'est presque anecdotique, selon moi. Le fait qu'il ait besoin de se remettre dans le bain d'une fonctionnalité qu'il a développée 10-15 jours avant, ça peut aussi être le cas pour un cycle en V, et même encore plus fort, puisque bon, même si le cycle en V, de manière euh, schématique, c'est analyse, développement et test, je crois que j'oublie une étape, mais grosso modo, c'est ça. Les choses qui ne fonctionnent pas bien, les développeurs repassent derrière. Oui, là, je suis en phase. On rencontre les mêmes problématiques, effectivement, sur le cycle en V. Je vais continuer d'avancer dans la présentation. Donc ainsi, effectivement, notre testeur, lui, ne doit pas être le goulot d'étranglement pour terminer les user stories. Et en fait, pour aujourd'hui, dans ce cadre de ce que je vous ai montré, pour éviter cet effet cascade, le temps entre le moment où le développeur a terminé de développer sa user story ou la correction d'une anomalie et le moment où le développeur va lui faire un retour, que celui-ci soit positif ou négatif. Aujourd'hui, voilà, moi je considère que ce temps ne doit pas être supérieur à une journée. Donc en fait, il faut aujourd'hui favoriser la livraison au fil de l'eau. Effectivement, pour éviter ensuite que le testeur ne se retrouve avec toutes, voilà, je l'ai dit, avec toutes les user stories à tester ensemble. En fait, on a cet effet mini-tunnel parce qu'on est encadré par un sprint. Voilà, aujourd'hui, quelquefois, avec le client, je fais part de métriques où le temps consacré à développer une US ne doit pas dépasser le 6e, voire le 10e de la durée d'un sprint. Ce qui, voilà, se représente sur un sprint de 4 semaines environ 2 à 3 jours et demi de développement. Et voilà, il existe aujourd'hui des techniques qui peuvent aider le PO à découper notamment plus finement ses US. Donc voilà, ce que je disais, notre testeur ne doit pas être le goulot d'étranglement pour notamment éviter ce que je viens de vous dire, les temps de développement trop longs. Et vous, de votre côté, quelle méthode utilisez-vous dans votre équipe? Est-ce que vous êtes sur un projet type cycle en V, sur un projet méthodologie agile? Aucun des deux? Alors effectivement, aucun des deux. Moi, je peux penser à des méthodes hybrides. Vous allez venir mélanger à la fois les projets prédictifs et les méthodes prédictives et les méthodes adaptatives, ou aucune des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une méthode clairement définie de gestion de projet. Ok, je vois. Hop, ça bouge encore un peu. Encore quelques secondes. Alors, mon 5e commandement, c'est tu laisseras les tests aux mains du product owner et des devs. Ce que j'ai pu constater également dans les différentes rencontres que j'ai eues, c'est que dans 50% des cas, j'ai pu constater que l'absence d'au moins un testeur dans des équipes qui comptaient plus d'une dizaine de développeurs. Donc, vous voyez déjà que ce n'est pas des petites équipes. Et est-ce que c'était pour des raisons budgétaires? La réponse a souvent été non.
En général, c'était plutôt dû à un manque de sensibilisation à la culture de la qualité. Et dans ce cas-là, vous allez me poser la question, mais qui exécute les tests? La réponse est simple, c'était que l'exécution des tests était partagée à la fois entre les développeurs pour les tests fonctionnels et on avait le PO qui réalise quelques tests de validation de la user story. En fait, face à ça, les problématiques rencontrées étaient que on a un PO qui est souvent débordé, car il est obligé de faire plusieurs activités, avec parfois du ressentiment, car faire des tests, ce n'était pas sa tasse de thé. Aujourd'hui, je peux le comprendre. On avait des tests non formalisés dans un outil faute de temps. Tous les tests sont dans la tête des différents intervenants. Et également, un périmètre souvent testé de manière superficielle et absence de tests de non-régression, toujours pour la même raison, faute de temps. Ce que j'ai également pu constater dans ce cas, c'est que il y avait la volonté de mettre en place une démarche d'automatisation des tests, en pensant à juste titre que cette démarche allait pouvoir décharger les développeurs et le PO de ces différentes activités de test. Là, je vous le dis, dans 100% des cas, le projet a échoué. Effectivement, aujourd'hui, même si la qualité est l'affaire de tous, tester est un métier et notre testeur peut apporter beaucoup au sein des équipes et au sein des projets, qu'ils soient gérés en mode agile ou en cycle en V. En fait, au-delà de ces principales fonctions pour notre testeur qui sont de piloter les activités de test, d'assurer une indépendance du test, il peut également aider à mettre en place un outil, que celui-ci soit pour les tests manuels ou les tests automatiques. Il peut également aider à automatiser des cas de tests simples et également à définir, mettre en place des bonnes pratiques, comme par exemple le test testo, l'exhaustivité des tests qui n'existent pas, la mise en place de tests exploratoires. Alors, vous, de votre côté, qui effectue les tests dans votre équipe? Les devs, les PO, les testeurs? Personne? Ou tout le monde? Ok, je pense que tout le monde a voté. Allez. 6e commandement, si tu veux mettre de la qualité en production, tu oublieras la collaboration avec le testeur. Les premières questions que je pose concernent l'organisation du cycle de développement. Le plus souvent, c'est un cycle qui est encadré par des sprints et qui est ponctué par un certain nombre de cérémonies que vous connaissez. Ensuite, je pose la question sur le livrable, qui pour moi a un impact significatif sur la qualité finale de l'incrément. Je parle ici de l'US. Ce que j'ai pu constater, c'est que dans 85% des cas, le testeur ne participe ni à la découverte de l'US, ni à son évaluation. Parfois, vous me direz, pourquoi faire? Il risque de poser des questions et potentiellement de faire perdre du temps. Ensuite, concernant l'évaluation de la complexité de l'US, lorsque je creuse, je me suis souvent rendu compte que cette évaluation, dans 85% des cas, ne contenait pas d'évaluation sur la complexité pour la tester. Autrement dit, la seule complexité qui était prise en compte était côté dev. En fait, la vision du testeur était tout bonnement absente. Et donc, de par ce manque de partage, cette absence de prise en compte de la complexité du test, pour moi, il va en résulter plusieurs conséquences. Un, on va avoir un testeur qui est sous pression, qui par manque de temps va se retrouver dans l'obligation de prendre des raccourcis, c'est-à-dire de ne pas tout tester. Et en fait, voilà, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit « je n'ai pas le temps de ». Ça peut être également un testeur
qui va gaspiller du temps dans sa quête d'information auprès du product owner, qui n'est pas toujours disponible à l'instant T pour répondre à ces questions. Ça peut être également un testeur qui ne va pas arriver à s'organiser, à planifier son effort correctement, son effort de test. Pour moi, le testeur est un équipier comme les autres. Incluez-le dans vos cérémonies agiles et plus particulièrement dans vos revues d'exigence, que vous les appeliez des tres amigos, sprint planning, raffinage, afin notamment qu'il puisse poser toutes les questions, qu'il puisse faire part de ses remarques et des éventuelles incohérences ou erreurs, et également qu'il puisse donner une évaluation de la charge, de la complexité de tests à associer. Et on répond également à un des 7 principes qui est de tester tôt. Aujourd'hui, votre équipe, est-ce qu'elle travaille-t-elle en collaboration avec le testeur? Ok, je vois que tout le monde a voté. Je continue. 7e commandement. Tu négligeras les critères d'acceptation. Concernant la rédaction des US, j'ai pu constater qu'elles contiennent une description, quelques commentaires à la suite d'échanges. Jusque-là, tout va bien. Par contre, là où ça se gâte, c'est que dans 86% des cas, elles ne contiennent pas de critères d'acceptation. Vous me direz pourquoi faire. Et en fait, face à ce constat, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment l'équipe fait-elle pour valider l'US? Pour moi, l'US doit contenir un minimum, je dis bien un minimum, hein, 2 éléments. C'est au moins une description et des critères d'acceptation. Cette description, elle doit être rédigée en termes accessibles par tous et pas uniquement par les développeurs. J'ai rencontré beaucoup de clients où on a des US qui sont techniques et donc très difficiles à appréhender côté testeur. Et voilà, comme je vous disais, et on a des testeurs qui me disent ben, je ne comprends pas ou j'ai du mal à comprendre l'US. Ça s'explique par le fait que souvent le PO est un ancien développeur ou un chef de projet technique. Et donc là, je vous ai mis un exemple simplifié d'une US avec voilà, à la fois une description et quelques critères d'acceptation. Ils ne sont pas forcément exhaustifs. Et aussi, faites attention, les critères d'acceptation ne sont pas des tests, ne sont pas des tests d'acceptance. D'accord? Vous voyez que là, on n'a pas du tout de test d'acceptance dans la description de l'US. Et donc, pour moi, ces critères d'acceptation vont permettre d'affiner la user story afin notamment que les développeurs comprennent bien les objectifs de l'application, donc en fait de ce qu'ils vont développer, et que les testeurs identifient clairement les éléments qu'ils vont devoir tester. En fait, ces critères d'acceptation vont représenter pour le testeur leurs conditions de test. Ces critères doivent être formulés en termes de résultats, c'est-à-dire qu'ils doivent décrire un comportement attendu du système, ainsi que l'ensemble des résultats qui ne doivent pas se produire. Chose importante, ils ne doivent pas être rédigés sous forme d'instructions techniques destinées à l'équipe de développement. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, limitez vos critères d'acceptance dans une fourchette comprise entre 6 et 9 éléments. Aujourd'hui, trop de critères d'acceptation peuvent être le signe qu'on a une user story qui est trop longue, voire trop complexe. Et si vous avez mentionné plus de 10 critères, n'hésitez pas à redécomposer votre user story en plusieurs user stories plus petites. Dans votre équipe, est-ce que aujourd'hui, dans les US, est-ce que vous avez des critères d'acceptation?
OK. 8e commandement. Tu automatiseras en toute liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il est clair que la pression des marchés, les clients qui poussent les entreprises à être de plus en plus réactives, sous peine de se voir exclure du marché ou d'être dépassés par la concurrence, il faut aujourd'hui livrer de la valeur le plus rapidement, le plus vite possible. Et donc, mettre en place une stratégie d'automatisation est nécessaire si on veut notamment gagner du temps sur l'exécution des tests. Ce que j'ai pu constater chez les clients, quand je parle de projets d'automatisation, ce sont des projets qui ne sont pas ou peu cadrés avec un automaticien parfois laissé seul à travailler dans son coin. Je vais vous prendre un exemple. C'est un résultat pour cette entreprise. C'est 410 jours de développement gâchés car la maintenance est devenue trop complexe. On a également des outils qui sont choisis par chaque équipe selon l'ère du temps, sans gouvernance globale. Et donc, dans une même entreprise, vous pouvez avoir différents outils d'automatisation. Des cas de test qui sont parfois automatisés sur des périmètres qui ne sont pas stables. Et le résultat, c'est qu'on a une maintenance qui est chronophage et un abandon progressif des tests automatisés. C'est également une automatisation qui est mise en place en commençant par les IHM, c'est-à-dire si vous par le haut de la pyramide. Et donc voilà, c'est, je vous disais, une approche par le haut de la pyramide. Il en résulte qu'on a des cas de tests qui sont longs à automatiser, longs à exécuter, parfois complexes à analyser et à corriger, notamment lorsqu'ils sont KO. Et le résultat pour cette entreprise, c'est une équipe de 4 automaticiens qui aujourd'hui consacrent, donc vous voyez 4 automaticiens, ce n'est pas une petite équipe, qui consacrent 80% de leur temps à faire de la maintenance et 20% de leur temps à faire du développement. Donc, lorsque je parle de stratégie d'automatisation, il y a, selon moi, quelques grands principes à respecter qui sont que le projet, mais je vais vous dire globalement, comme tout projet, il doit être cadré et piloté. Il faut bien définir les exigences techniques qui devront être couvertes par l'outil d'automatisation. Il faut définir le processus organisationnel. Autrement dit, c'est qui va automatiser, qui va maintenir, et notamment de cette réflexion dépendra le choix de l'outil. Est-ce qu'on sera sur un outil no-code, low-code, un outil code? C'est également de mettre en place une approche de l'automatisation qui soit basée sur la valeur, c'est-à-dire sur le même principe que la gestion des US par le product owner. Et surtout, un dernier point qui me semble être fondamental, c'est de respecter l'ordre de la pyramide des tests, c'est-à-dire de commencer par automatiser les tests. Alors, si je me mets côté testeur, ça va être, ou côté testeur automaticien, donc les tests de flux, les tests d'API. Ensuite, on remonte les tests fonctionnels. Ensuite, s'il y a apport de valeur, on peut automatiser des tests d'intégration fonctionnelle et surtout de ne pas commencer par des tests d'intégration globale ou tests d'acceptation, c'est-à-dire de commencer par le haut de la pyramide. Aujourd'hui, de votre côté, est-ce que votre stratégie d'automatisation respecte cette pyramide des tests ? Je vois que les résultats se stabilisent. Avant-dernier commandement, tu ne créeras pas d'équipe transverse. Lorsqu'on parle d'agilité, on pense à équipe pluridisciplinaire et le principe d'équipe de test n'est plus vraiment d'actualité.
Chez certains clients que j'ai pu rencontrer qui ont des équipes importantes, j'ai pu constater en fait que cette organisation agile avait pour résultat de siloter les équipes et que chaque équipe avait sa propre organisation, sa propre façon de faire concernant la gestion de la qualité, avec parfois, je vous l'ai dit tout à l'heure, son propre outil d'automatisation pour tester un front, également sa propre façon de livrer du code dans les environnements de test, sa propre façon de communiquer. En fait, il y avait autant de façons de faire que de fromage en France. Et en fait, de cette organisation que moi j'appelle agilo-silo, qui peuvent engendrer des difficultés, notamment lorsqu'il y a ensuite une équipe de test transverse qui est chargée de vérifier de manière globale la solution avant de la livrer au client. Et donc, chez les clients qui ont plusieurs équipes produits, il est pour moi souhaitable de mettre en place une équipe de test transverse, une communauté de tests, et ceci pour plusieurs raisons. En fait, ça va permettre à cette équipe transverse, à cette communauté, de proposer des processus qui sont communs, des standards à suivre, même si cela, effectivement, peut réduire une partie de l'autonomie des équipes agiles. Cela permet notamment de s'assurer que la stratégie de test est correctement suivie. Cette transversalité aussi doit permettre à l'ensemble des testeurs qui sont répartis dans les différentes équipes produits de partager leurs expériences et leurs savoirs, notamment lorsqu'on a la chance d'avoir au sein de l'équipe des testeurs qui sont plus expérimentés. Cela peut faciliter aussi les mouvements inter-équipes. En effet, notre testeur n'a plus qu'à, entre guillemets, monter en compétence sur la connaissance du produit et non sur les processus de gestion de la qualité ainsi que les outils qui seront communs. Et cela aussi, cette équipe transverse, cette communauté doit permettre de faciliter la mise en place d'outils qui sont communs et, quand on va plus loin, d'améliorer les processus. Cependant, il y a, selon moi, des points de vigilance dans la mise en œuvre de ce commandement. C'est de faire accepter, il faut vraiment que cette équipe transverse, cette communauté soit acceptée par l'ensemble des équipes agiles. Il faut, et c'est pareil pour les US, pour l'automatisation, il faut en démontrer toute la valeur. Et il faut être également vigilant, c'est cette communauté doit permettre aux testeurs de se sentir bien à la fois dans son équipe agile et dans l'équipe, dans cette communauté, dans cette équipe transverse. De votre côté, est-ce que vous avez dans votre organisation une équipe de test transverse ? Merci pour vos réponses. Dernier commandement, tu oublieras la gestion des environnements de test. Ce que j'ai pu constater, c'est ce sont des environnements pour tester les nouvelles fonctionnalités avec une qualité des données souvent médiocre. Des environnements qui n'étaient pas suffisamment flexibles, c'est-à-dire qui ne permettaient pas de tester l'application dans la plupart des situations prévues. La conséquence était que le code était parfois poussé directement dans l'environnement d'intégration. Souvenez-vous, je vous disais parfois, quand on a des équipes agiles, chaque équipe a sa manière, sa façon de faire concernant la livraison du code. Et notamment, ils poussaient leur code directement dans l'environnement d'intégration qui, lui, avait une meilleure qualité de données et qui était plus flexible. Et ceci au rythme des sprints, sans forcément tenir compte des campagnes de tests transverses, qui elles sont parfois beaucoup plus longues et qui étaient en cours. Ce qui en fait, cette pratique de je pousse dans l'environnement d'intégration au rythme des sprints avait pour conséquence de rendre l'environnement d'intégration complètement instable. En fait, pour moi, un environnement de test doit permettre de tester une application dans des conditions spécifiques
Il doit également permettre de maîtriser les données et afin de ne pas impacter le client ou l'utilisateur final. Donc, en fait, la gestion des environnements de test, pour moi, c'est également un élément fondamental dans un projet de développement. En effet, une mauvaise gestion, c'est-à-dire indisponibilité des environnements qui sont instables parce qu'on pousse du code comme on veut, avec une mauvaise qualité des données, etc., ça peut entraîner, côté équipe de test, des retards dans la mise en production de l'incrément, de la fonctionnalité de la release. Pour moi, si un environnement qui est destiné à tester des nouvelles fonctionnalités est piloté au rythme des sprints, ça je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait en phase avec ça. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour un environnement qui est dédié notamment aux tests transverses et qui, lui, est piloté par les tests, c'est-à-dire par les campagnes de tests transverses. De votre côté, est-ce que votre organisation, est-ce que vous avez connaissance d'une gestion des environnements de test, c'est-à-dire avec des règles qui sont posées, des règles qui sont connues de tous? Voilà, on arrive au terme de la première partie de ce webinaire. Je vous ai partagé mes 10 commandements pour livrer tout ce qu'il faut faire pour livrer de la non-qualité en production. Et vous voyez que c'est pas très compliqué. En conclusion, voilà le classement. Donc, ce que je vous disais, j'ai eu via la BU Expertise, dans sa mission, j'ai rencontré une quinzaine, c'était des grosses entreprises. Et voilà le classement de ces 10 commandements, du moins appliqué au plus appliqué. C'est-à-dire que si je prends l'analyse d'impact, dans 93% des cas, il n'y a pas d'analyse d'impact chez les clients, chez les 15 clients que j'ai rencontrés. Il y a, dans 80% des cas, on a le développer d'abord, le tester ensuite. Critères d'acceptance, dans 86% des cas, on n'en a pas. Dernier slide. Voilà, aujourd'hui, si j'avais dit mon top 3, si j'avais 10 conseils, 3 conseils à vous donner, et je les ai mis dans l'ordre d'importance. 1, c'est rédiger dans vos user stories ou les exigences, c'est rédiger des critères d'acceptation et collaborer avec le testeur. La deuxième plus importante pour moi, c'est rédiger une analyse d'impact, notamment pour aider le testeur, pour aider les équipes de test à tester juste et à produire le bon effort au bon endroit, au bon moment, et justement identifier les risques produits. Également, on ne peut pas tout tester, on ne peut pas tester chaque centimètre carré de l'application. Il faut pouvoir facilement visualiser là où on va devoir aller et là où on peut effectivement ne pas y aller tout de suite. Voilà, pour moi, ce webinaire est terminé. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange et n'hésitez pas, s'il reste encore quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Écoutez, merci. Et puis, je vous dis à bientôt au détour d'un projet ou pour participer, pour partager avec vous d'autres retours d'expérience. Merci.